Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal. Aujourd'hui je vous lis un article sur Rust. Tout simplement, deux game dev ont un studio, ça fait 3 ans qu'ils codent en Rust et ils sont passés à autre chose et ils ont écrit un article pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc c'est quand même un article important je trouve, parce que ça donne un peu la direction de Rust. C'est un avis effectivement, donc ça peut pas dire que leurs conclusions ne sont vraies pour tout le monde, mais ça donne un point de référence par rapport à ça. C'est un article qui est quand même très long, très détaillé. On en lit un chapitre à la fois tellement il est long. Et moi je me régale. Donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas tout simplement à commenter, à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et aussi est-ce que s'il y a des articles que vous voyez, si vous voulez défendre Rust et que vous avez des articles qui défendent Rust, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serais ravi de les lire pour rigoler. Pour rigoler bien sûr, et aussi apprendre. Et voilà, j'espère ça va vous intéresser. En tout cas, ce qu'il faut comprendre dans cette approche, de cet article, pour le moment, ce qui a été dit, c'est que Rust, pour une petite équipe, c'est pas forcément le choix le plus pragmatique. Et pour tout simplement pour pouvoir itérer rapidement, et que ECS c'était pas la solution magique à tout, même si c'est une bonne approche dans le jeu vidéo, et que du coup l'approche de BV, qui est de faire que tout était un ECS, n'était pas forcément la forme la plus valide. Et donc on a un nouveau titre, Generalized System Don't Lead to Fun Gameplay. Donc les systèmes généraux ne créent pas des systèmes fun, de gameplay fun. On va écouter cet argument. Moi ce qui est intéressant je trouve dans cet article, c'est que c'est à la fois sur Rust, mais à la fois ça donne aussi son expérience de game dev, de développeurs indé, sa perspective, son point de vue, son opinion, les conclusions qu'il a tirées de ses années avec Rust, mais pas que, ses années aussi à développer des jeux vidéo avec Rust. Et donc il y a un petit peu aussi de l'opinion sur du game design, sur des choix, comme j'espère qu'on trouvera tout simplement dans ce chapitre. Et on découvre ça tout de suite. Generalized systems don't lead to fun gameplay. A very commonly offered solution to many issues preventing here is more generalization through systems. If only components were more granularly split up and proper systems were used, surely all those special-cased problems would have been avoided, right? Strong argument that is tough to say much against, other than general solutions lead to boring gameplay. Having been quite active in the Rust game dev community, I've seen a lot of projects others were building. Of course, often the suggestions they offer do actually correlate with the game they're working on. People who tend to have neatly designed systems that operate in complete generality tend to have games that aren't really games. They are simulations that will eventually become a game, where often something like, I have a character that moves around is considered gameplay, and where the core focus is on having one or more of the following: procedurally generated world, planets, space, dungeons. Voxel-based anything, with deep focus on voxels themselves, rendering voxels, world size and performance. Generalized interactions where anything can do X with anything else. Rendering in the most optimal way possible. If you're not using draw indirect, are you even making a game? Having good types and framework for building games. Building an engine for making more games, like the one that is about to be built. Multiplayer. Lots of GPU particles. The more particles the better the VFX. Well-structured ECS and clean code. And many more. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont tout simplement amateurs de technologie et pas forcément faire un jeu. D'ailleurs, dans les équipes de AAA, généralement, c'est les gens qui créent l'engine. Généralement, ils ont toujours des projets un peu farfelus que tout le monde s'en fout, et ils poussent le moteur des fois pas forcément dans la direction que l'équipe de développement aimerait, parce qu'il y a plein de choses qui sont chiants à utiliser avec leur moteur et qu'il faudrait régler. Il y a plein de petits bugs, mais à la place, ces gens-là, ils ont envie de développer. Là, cette liste-là, c'est exactement ça. Si vous êtes
engine programmeur et que vous vous reconnaissez dans cette liste, sachez que Rust est fait pour vous visiblement. En tout cas, effectivement, il y a une différence entre être gameplay programmeur et engine programmeur. Et généralement, la catégorie engine programmeur tombe plutôt dans cette liste-là et se reconnaît dans cette liste-là. Parce que ceux qui font du gameplay programming, généralement, ils sont dans autre chose. Et ce qui nous intéresse, c'est de shipper un jeu plutôt que de créer des systèmes. Et bien sûr, des fois, c'est nécessaire de créer des systèmes. Mais la plupart du temps, on veut juste un truc quick and dirty pour, pour avancer, pour essayer une idée et voir si ça marche. Et c'est ça qui compte, en tout cas pour shipper un jeu. Mais évidemment, il faut aussi un peu de tout. Parce que si les mecs qui font le moteur créent les systèmes pour aider le game designer, ça, des fois, ça aide bien. Mais il faut aussi que l'équipe de d'engine programmeur soit attachée aux problèmes que veut résoudre les gameplay programmeurs, ce qui est souvent pas forcément le cas. Parce que ce que veulent résoudre les gameplay programmeurs, c'est généralement pas très shiny, pas très tech oriented, c'est généralement pas très compliqué. Et les gens ils préfèrent aussi. Il y a des gens qui aiment programmer des systèmes, c'est un plaisir en soi, comme de résoudre des puzzles, tu vois. Plus le puzzle il est dur, peu importe ce qui est affiché, c'est ça qui compte. Donc visiblement, dans la Rust communauté, énormément d'engine. De futurs engine programmeurs, comme on les appelle. All of these are fine goals in terms of playing around with tech and learning Rust, but I want to reiterate what was said at the top of this article. I'm not evaluating Rust from the perspective of technical curiosities, or this scratches the right brain itch. I want to make real games that will get shipped to real people, not developers, in reasonable amount of time, that those people will pay for and play, and have an actual chance of hitting the front page of Steam. To clarify, this isn't a cold-blooded make money at all costs scheme, but it's also not a I'm just doing this for the lulz. The whole article is written from a perspective of wanting to be a serious game developer who cares about games, gameplay and players, and not just tech enthusiasm. Again, nothing wrong with tech enthusiasm, but I think people should be very careful about what their actual goals are, and above all be honest with why they are doing what they are doing. Sometimes I feel like the way some projects present themselves are the way people talk about those projects, is false advertising that creates an illusion that commercial goals can be attained with said approaches, instead of making it more clear that, I'm just doing this for the tech itself. Now back to generalized systems. Après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens alors j'aurais dit en anglais c'est foolish, qui se dupent eux-mêmes. En gros, ils aiment la technologie, ils font de la technologie et ils espèrent obtenir un succès commercial en jouant avec la technologie. Et du coup, en fait, tu as des projets qui sont hyper technologie focus, mais qui vont jamais vendre. Et les gens, en fait, voilà, on fait pas les mêmes choix si on veut s'amuser avec la technologie que si on veut faire un projet commercial. Et les gens veulent le beurre et l'argent du beurre, donc ils veulent s'amuser technologiquement et espérer avoir un succès commercial, sauf que généralement on fait pas les mêmes choix. Et donc en ligne et partout ils disent qu'ils font un projet commercial alors qu'en réalité ils ne font que s'amuser avec la tech, avec pas forcément le but de shipper. Voilà. Now back to generalized systems. Here's a few things that I think create good games, that are going directly or indirectly against generalized ECS approaches, mostly hand-designed playthrough of a level. This does not mean linear or story, but it does mean lots of control over when the player sees what. Carefully crafted individual interactions throughout the levels. VFX that are not based on having lots of same Y particles, but time-synchronized events, e.g. multiple different emitters firing on a hand-designed schedule, working across all the game systems. Iterated playtesting with multiple passes on gameplay features, experimentation, and throwing away what doesn't work. Shipping the game to players as fast as possible so that it can be tested and iterated on. The longer nobody sees it, the bigger chance nobody cares about it when it comes out. Unique and memorable experience.
I understand that reading this many people would think I'm imagining an artsy-fartsy game made by a painter, and not a real programmer, who wants to make a game like Factorio. But this isn't true. I still like systemic games. I like code. I want to make something that is driven by programming, because I do feel like I'm mainly a programmer. What I think most people get wrong is mistaking carefully thinking through player interactions and designing them as something artistic. I'd argue that this is what game development actually is. Game development isn't building a physics simulation, it's not building a renderer, or building a game engine, or designing a scene tree, or a reactive UI with data bindings. A good example game here would be The Binding of Isaac, which is a very simple roguelike with hundreds of upgrades that modify the game in very involved, interactive, and deeply complex ways. It's a game with many systems that play into each other, but it's also something that's not at all generic. It's not a game with 500 upgrades of the plus 15% damage variety, but many upgrades are of the bombs stick to enemies, or you shoot a laser instead of projectiles, or first enemy you kill each level will never spawn again. Looking at a game like this retrospectively may make it look like it's something you could design up front with general-purpose systems, but I think this is also something where most people go completely wrong with game development. You don't make a good game like this by sitting in a dungeon for a year, thinking through all the edge cases, and building a general system, and then PCGing all the upgrades. You build a prototype with some small amount of mechanics and have people play it. See that the core things work, and then add more things and have people play again. Some of these interactions have to be discovered through deep knowledge of the game after playing a lesser version of the game for many hours and trying many different things. C'est exactement ça, c'est un jeu, c'est de créer de manière itérative et donc effectivement les systèmes généraux, effectivement quand on a un jeu et qu'on veut réécrire, on veut faire par exemple la version HD de ce jeu, et ben c'est plus facile de venir avec des systèmes génériques pour créer ce jeu, sauf que et ben en fait en réalité le jeu, tu peux pas venir avec les systèmes génériques parce qu'il y aura toujours une idée farfelue que tu voudras faire qui va casser ta connaissance et ta croyance du jeu, et donc tu as besoin de pouvoir casser ton jeu régulièrement, de pouvoir le remodeler régulièrement, et donc à part si tu fais un remake HD et que tu repars de zéro, tu sais, tu dis ok je vais faire ce jeu, je vais le refaire en plus beau et j'ai déjà tous les systèmes en place. Là potentiellement tu peux arriver avec une architecture clean, mais un jeu ça se crée de manière itérative, et donc forcément il y a des choses qui vont changer drastiquement, et donc c'est pas possible de dès le début savoir tous les systèmes et comment les rendre le plus générique possible pour pouvoir les utiliser. Ça ne marche pas, ou en tout cas ça te ferme des portes sur qu'est-ce que tu pourras changer après. Rust is the type of language where wanting to do a new type of upgrade might lead you down a path of refactoring all of the systems, and many would even say, that's great, now my code is much better, and can accommodate so many more things. It sounds like a very convincing argument, one that I've heard many times, and one that has also caused me to waste a lot of time chasing down solutions to the wrong problems. C'est le truc de quand tu dois refactorer, tu te retrouves à régler des problèmes que tu n'avais pas réglés si tu aurais pu faire juste un truc quick and dirty. C'est pas parce que c'est quick and dirty que tu ne peux pas changer les choses après et les améliorer. Tu peux juste tester une idée, et une partie de ton code, même une grande partie de ton code, va peut-être être jetée parce que tu te réalises que c'était une mauvaise idée. Donc avant de refactorer tout ton jeu pour pouvoir rajouter une fonctionnalité pour qu'à la fin tu la jettes, t'auras un peu les boules quoi. A more flexible language would allow the game developer to immediately implement the new feature in a hacky way, and then play the game, test it and see if the feature is actually fun, and potentially do a bunch of these iterations in a short amount of time. By the time the Rust developer is finished with their refactoring, the C++, C#, Java or JavaScript developer has implemented many different gameplay features, played the game a bunch and tried them all out, and has a better understanding of which direction should their game be taking. Absolument.
Jonas Tyroller explains this extremely well in his video on game design as a search, which I'd 100% recommend every game developer to watch, because it feels like the best explanation of why so many games people make, myself included, are profoundly terrible. A good game is not made in a lab where careful types are crafted. It is made by a developer who is a grandmaster player at the genre, and who understands every aspect of the design, and has tried and failed many things before reaching upon the final design. A good game is made through scraping a lot of bad ideas, through a non-linear process. Donc itérer. Donc tout ça pour dire que c'était un process itératif de créer un jeu et qu'on peut pas prévoir les choses à l'avance. Donc la safety c'est bien, mais c'est quelque chose que en tout cas moi j'aimerais pouvoir activer à la fin d'une production et non pas au milieu d'une production en permanence. Voilà. Et donc je suis tout à fait d'accord avec son point. Enfin voilà, ça termine donc du coup ce chapitre. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Bisous bisous.